Tous et merci d'avoir bravé les conditions un petit peu venteuses pour venir à cette réunion. Je sais qu'on est un petit peu victime du fait qu'on a décidé de diffuser en direct par vidéo, parce qu'un certain nombre de gens nous ont dit ce matin qu'ils préféreraient rester chez eux et regarder ça tranquillement depuis leur canapé. On a la chance de pouvoir aujourd'hui faire ce type de réunion. On a bien vérifié avec la préfecture. Ces réunions communales sont maintenant autorisées. Le pass n'est pas obligatoire, mais par contre, on vous demande de garder le masque. On voulait faire cette réunion depuis un bon moment, mais on a été empêché par tous les problèmes Covid. Notre idée, j'espère à partir de maintenant, c'est de faire ce type de réunion à peu près une fois tous les 6 mois. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de matière, et donc ce qu'on vous demandera, c'est de ne pas interrompre pour poser des questions pendant la présentation. Et par contre, on prendra toutes les questions que vous voulez à la fin de la présentation, et grâce à la présentation PowerPoint, on pourra revenir sans aucun problème sur les sujets sur lesquels vous pourrez poser des questions. Donc on va commencer tout de suite. Et comme une réunion publique, c'est avant tout un exercice de communication, je vais passer la parole à Dominique Sichet, qui est en charge de la communication pour le public. Bonsoir tout le monde. Donc, une de nos réalisations a été de faire une nouvelle maquette pour le bulletin municipal, donc avec des nouvelles rubriques, avec des articles de fond. On espère qu'il vous convient et avec toutes les informations que vous puissiez connaître l'évolution des travaux de la commune. Ensuite, on a donc également retravaillé le site internet de la commune. Donc, vous avez l'adresse en bas à gauche. Je vous invite évidemment à aller le consulter. Vous avez aussi plein d'informations, plein d'actualités. Il est mis à jour par deux agents de la commune et par moi-même. Et vous y trouvez plein de choses intéressantes et plein d'informations. Voilà. Ensuite, également la création d'une page Facebook, donc qui est gérée par Stéphane, donc plus interactive que le site et qui vous permet de suivre l'actualité rapidement quand on a des réunions et des communications à vous faire. Ensuite, au niveau des conseils municipaux, donc on a réalisé 13 conseils municipaux depuis notre installation au mois de juillet. Ils sont donc retransmis sur la page Facebook et également, vous pouvez les regarder depuis le site de la mairie sur la chaîne YouTube. L'avantage sur YouTube, c'est qu'ils sont chapitrés, donc vous avez l'ordre du jour sous la vidéo et vous pouvez cliquer sur le point qui vous intéresse sans forcément regarder les 2 heures de conseil municipal. Voilà, et donc l'intention est de continuer à les faire ici dans cette salle polyvalente. Le prochain conseil municipal se tiendra donc mardi prochain à 16 h, ici même. Il est ouvert au public, comme avec les mêmes conditions que ce soir, port du masque, mais le pass n'est pas nécessaire. Et donc, oui, vous l'a dit, on aurait voulu faire plus de réunions publiques, évidemment. La situation sanitaire était compliquée. On a néanmoins cet été réalisé 2 réunions à thème, une sur le PAT, le projet alimentaire territorial, et sur le PLU. Voilà, plus la réunion de ce soir. Alors, on va passer au projet. Et pour les projets, on va commencer par les chantiers. Et les chantiers en cours. Les chantiers en cours, on commence par les logements, avec 3 projets de logement. Donc le premier, vous le connaissez tous, c'est les logements de l'ancienne gendarmerie. Donc je vous rappelle qu'il y aura 2 logements sociaux, qui sont 2 T3, et il y aura 2 logements communaux, qui seront un T4 et un T2. Alors comme vous pouvez le voir tous les jours, la construction est en cours. Ça avance maintenant plutôt bien. On a malheureusement, juste avant l'été, pris du retard dû à certaines entreprises qui avaient du mal à alimenter le chantier. Donc aujourd'hui, la fin des travaux est prévue en décembre 2021. Suivra une phase de 2 mois environ pour la levée des réserves. Et donc l'ouverture à la location est prévue pour mars 2022. Avec 2 commissions d'attribution, une qui sera faite par Côte d'Armor Habitat pour les logements sociaux et l'autre qui sera faite par la commission logement de la commune pour les logements communaux.
Le deuxième projet de logement, c'est donc le logement communal de la maison des associations. Et donc, ce que vous voyez là, c'est une photomontage où on vous montre ce qui va changer. Et ce qui va changer, c'est au niveau de la toiture. Vous allez avoir deux fenêtres de toit, parce que ce qu'on aménage, c'est tout le premier étage. On aura à l'arrivée un logement T4, plutôt grand, qui occupera donc tout le premier étage. L'accès se fera non pas par la cour de la salle des associations, mais par derrière. Il y a un petit passage et il y aura une porte uniquement pour ce logement avec un accès direct. On a déposé une demande de travaux. Cette demande de travaux a été acceptée et donc on a maintenant lancé les appels d'offres. Les appels d'offres sont actuellement déposés sur la plateforme Megalis et on a demandé aux entreprises de répondre pour la fin du mois. Donc, bien évidemment, on invite les entreprises réactives à répondre à cet appel d'offres de manière à essayer de faire le travail localement. Pour ce logement, l'objectif de mise en location est au deuxième trimestre 2022. On espère donc avant les vacances. Le troisième projet de logement, c'est ce qu'on appelle les logements du port clos. Alors, je vous rappelle qu'il y aura 3 logements, un T4, un T3, un T2, et il y aura en bas 2 locaux commerciaux. Donc vous reconnaissez, hein, c'est la maison Hervé-le-Bousse. On rachète l'ensemble, à savoir les locaux commerciaux où il y a actuellement la location vélo, et on rachète les appartements qui sont derrière. La promesse de vente a été signée au mois de juin, et la signature finale des actes chez le notaire est prévue pour le 20 octobre, c'est-à-dire dans un peu plus de 2 semaines. On dépose le permis de construire, vu qu'on va avoir un certain nombre de modifications au niveau des façades. La livraison à la location est prévue pour le 3e trimestre 2022, c'est-à-dire, on l'espère, au mois de septembre, pour la rentrée scolaire. Alors, un point important, c'est qu'il faut, pour pouvoir postuler un logement, faire des demandes. D'accord ? On a donc défini pour la commune le processus de sélection des candidats. Ce processus est finalisé. On a d'ailleurs attribué un des logements communaux qui était disponible au mois d'août 2021 et on attribuera en novembre ou en décembre les logements de la gendarmerie. Et donc on le redit et dites-le à des gens qui vous parleraient éventuellement du fait qu'ils souhaiteraient un logement. Il faut absolument déposer des demandes. Il y a des gens qui pensent qu'en 10 ans, ça suffit. Il faut déposer des demandes, remplir les dossiers, et on recommande en fait, parce que les gens hésitent toujours entre logement social ou logement communal, on leur dit remplissez 2 dossiers, vous aurez 2 fois plus de chances, vous passerez dans 2 commissions et vous augmentez vos chances. Donc, on a encore beaucoup de gens qui nous disent ah mais moi j'ai besoin d'un logement, mais quand on regarde l'état des demandes actuelles, on n'a pas les dossiers correspondants. Donc faites, s'il vous plaît, passer le message. Alors, dans les chantiers en cours, on a aussi ce qu'on appelle les 3 bâtiments. Alors, les 3 bâtiments, le premier, c'est l'église. Je vous rappelle que les travaux, c'était la réfection de la sacristie. Il y avait un pignon intérieur qui était complètement endommagé, qui était entièrement fait. Et il y avait des problèmes d'étanchéité dans les bas de murs. À l'extérieur, ça a été fait également. La réception a été réalisée à fin septembre. Il y a encore, comme d'habitude, une liste de petits travaux à terminer. Mais globalement, les travaux de l'église sont maintenant terminés. Le deuxième des 3 bâtiments, c'était l'école, un travail plus conséquent. Vous voyez sur la photo un escalier qui est maintenant parallèle au bâtiment alors qu'il était perpendiculaire avant, et
sur la droite de la photo, un élévateur pour accès aux personnes à mobilité réduite. À l'intérieur, on a mis des nouveaux WC, également en accession PMR. On a refait complètement l'électricité, changé les revêtements de sol et également réaménagé la salle de repos pour les petits, y compris les toilettes, la buanderie, etc. Et on en a profité, on a rechangé tout le matériel informatique, on a profité de subventions qui sont mises à disposition dans le cadre du plan Relance pour changer le matériel informatique et en particulier le matériel de projection. Je tiens à remercier les entreprises qui ont travaillé de manière à terminer pour la rentrée. Ça a été un petit peu serré, mais on a réussi à faire la rentrée normalement, je dirais. On a juste eu un problème avec le menuisier qui n'a pas réussi à terminer et les institutrices actuellement travaillent toujours sans les placards dans lesquels elles devraient pouvoir ranger à terme leurs affaires. Mais on a fait la rentrée avec les parents et je pense que les enfants, les professeurs et les parents étaient tous satisfaits de la réhabilitation de l'école. Le troisième bâtiment, c'est cette salle polyvalente. Là, vous voyez une photomontage, mais en fait, quand on est à l'extérieur, au niveau de la toiture, on voit presque plus que la toiture sur la gauche de la photo a été faite très récemment. Donc, à ce niveau-là, c'est, je pense, une belle réussite. Je vous rappelle que le travail consistait donc en une extension. Sur la droite, derrière l'écran, il y a une porte qui permettra d'accéder à une zone de stockage où on aura les estrades, les tables et les chaises. Donc ça ne sera plus, comme c'était le cas jusqu'à présent, les chaises dans les WC et les tables dans la cuisine. On a aussi, avec un accès par une porte à gauche, 4 box pour le stockage du matériel des associations. Ensuite, à l'étage, on a 2 plateaux de travail ou de réunion et on aura encore un petit stockage au 2e étage. Donc, tous les travaux de structure et de toiture sont terminés à l'exception du pignon ouest, sur lequel il manque encore le bardage, une partie du bardage bois et le bardage ardoise. Au niveau des travaux intérieurs, il manque les 2 portes qui ne sont pas encore installées, mais on en est à commencer à lever les réserves. Donc, je dis ça principalement pour les membres des associations. On a demandé à toutes les associations de nous fournir le volume dont ils auraient besoin pour faire leur stockage. On est en train de recevoir les éléments et on va attribuer les box pour une mise à disposition fin octobre. Alors, dans les chantiers en cours, il y en a un dont vous avez très peu entendu parler, c'est la réhabilitation de la station d'épuration. Et les travaux sur cette station concernent principalement les bassins de rétention des eaux traitées. C'est-à-dire qu'il y a la station d'épuration, on nettoie, je dirais, l'eau, on la stocke dans des bassins de rétention de manière à la renvoyer à la mer qu'à marée haute. Et ces bassins de rétention fuyaient. Et comme ça fuyait, les gens voyaient de l'eau, ils pensaient que c'était très polluant. En fait, c'était pas polluant, mais c'était pas bon. Donc, les bassins ont été entièrement refaits au niveau des étanchéités. Alors, on en a profité pour améliorer la sécurité des agents qui interviennent dans ces bassins et autour de la station. Et on a changé un certain nombre de conduites qui en avaient besoin. Le chantier a démarré le 30 août. On est actuellement en avance sur le programme prévu et donc il sera terminé avant la fin octobre. Alors, le chantier suivant en cours, c'est la réfection des routes, mais je vais laisser François-Yves vous en parler. Donc, les routes, nous avons entrepris plusieurs travaux. Le premier, c'est l'exception du nord de la Corderie, qui a été refait juste avant l'été.
Ces travaux ne sont pas satisfaisants du tout. Donc nous allons les faire refaire. Je ne sais pas si vous êtes passé par là-bas, vous avez vu que la route est toute déformée. En fait, ça a été très très mal fait. Ensuite vient la section du chemin de verre au sud de la ville. La réflexion est toujours en cours. Sur la méthode de réparation, nous ne sommes pas tous d'accord. Avec les divergences, les différents experts consultés. On pense s'orienter vers une réparation plus de surface. Parce qu'autrement, il fallait qu'on refasse tout à partir du bas en mettant des renforts. Enfin, c'était très compliqué. Et apparemment, on pourra juste refaire une partie de la surface. Et ça devrait tenir. Ça sont les experts qui le disent. Hein. Autre section endommagée, la liste est en cours d'élaboration. Et il y a vraiment plein d'endroits, si vous regardez sur la photo juste avant, derrière la maison de Madame Join, ici, là, tout est défoncé. À droite, là, c'est la maison de Madame Join. C'est dans la corderie, quand on remonte pour aller vers la tour blanche. Il y a plusieurs endroits où les routes ont été un peu défoncées, hein, avec les engins. Donc, on a beaucoup de travaux. On a prévu dans le budget, en fait, une somme importante pour la réfection des routes, un budget dans lequel tous les ans on mettra une somme relativement importante pour la réfection de ces routes. Ah oui, autrement nous avons donc vous avez dû les voir hein, pendant tout l'été, des gendarmes qui circulaient. Alors nous avons réussi à faire une convention entre les phares et balises et la gendarmerie qui nous a permis de mettre les gendarmes dans la maison du phare du Rosédo. Donc on a commencé la réhabilitation cet hiver, elle n'est pas terminée. Et donc nous allons continuer, on va faire une deuxième phase de réhabilitation cet hiver 2021-2022. Et comment dirais-je, ça nous a permis, et ça nous permettra dans l'avenir d'avoir les gendarmes pendant toute la période d'été et pendant les vacances scolaires. Ensuite, sur la place du Guerzido, nous avons dû installer une zone de baignade qui nous avait été demandée par le préfet en 2015. Alors on a eu un problème avec le chenal qui était passé du mauvais côté. C'était le projet qui était tel quel, hein, tel que le préfet nous l'avait demandé. Et du coup, nous on a décidé, on a refait une demande à la préfecture pour pouvoir changer les côtés. Donc le chenal, à partir de l'année prochaine, sera un côté petit Guerzido. Alors, après les chantiers en cours, il y a les chantiers qui démarrent. Non, ça ne marche plus. Les chantiers qui démarrent, vous m'entendez? Non. Donc, les chantiers qui démarrent, le premier, également, dont vous n'avez peut-être pas encore entendu parler, c'est la montée du port clos. Donc, les travaux vont concerner depuis le haut de la Calune jusqu'au tertre du Crèche-Carriot. Donc la montée, je dirais droite, on prend le virage et on remonte jusqu'au tertre du Crèche-Carriot. Les travaux consistent à... la raison principale pour laquelle on fait ces travaux, c'est que c'est devenu extrêmement dangereux. La montée est complètement défoncée et lorsque les tracteurs chargés passent, les remorques prennent des angles qui commencent à poser vraiment question. La deuxième raison pour laquelle on le refait, c'est que la bande de roulement est absolument dégradée et on considère qu'il faut des bandes de roulement très correctes parce que c'est en montée et on veut absolument favoriser l'accès PMR. Donc on va changer complètement, je dirais, le concept des bandes de roulement. Et enfin, on va profiter de ces travaux pour refaire entièrement tous les réseaux, à savoir alimentation d'eau, évacuation eau usée, et on va en profiter pour mettre la fibre en attente, parce que le problème de la fibre, ça sera bien sûr la traversée du Ferlet, mais on va commencer à équiper, quand on ouvre les routes, on va équiper en fibre
pour éventuellement être déjà prêt pour une étape suivante. On a passé le marché de maîtrise d'œuvre à une architecte qui s'appelle Delphine Isabelle et à 2 co-traitants. Donc en fait, on a pris 3 personnes parce qu'on veut un architecte pour les aspects paysagers et puis environnement, on veut un spécialiste des VRD et on voulait un spécialiste des routes et des bandes de roulement. Donc on avait organisé notre appel d'offres de manière à avoir toutes les compétences. Au niveau du planning, on a démarré la phase préparatoire. Ce qu'on appelle la réunion de lancement a été réalisée. Cette phase préparatoire va être assez longue parce qu'il y a pas mal de documentation à faire. Donc c'est octobre 21 à septembre 22. Les marchés devraient être attribués aux entreprises. Il va y en avoir un certain nombre d'entreprises vers le mois de juin 2022 pour un démarrage des travaux en octobre avec une durée qui devrait être comprise entre 4 et 6 mois. On va demander au maître d'œuvre de regarder d'une manière très très précise les problèmes de passage pendant la phase travaux, mais on vous le dit déjà, il faut s'attendre à des perturbations importantes pendant certaines durées, parce qu'il y aura des moments où il faudra faire le tour par l'autre côté pour le transport pour les tracteurs avec remorque, mais aussi il y aura peut-être des périodes où au niveau piéton, on ne pourra peut-être pas prendre la montée du temps chaud. Chantier important compte tenu de l'état actuel et compte tenu des objectifs qu'on a d'amélioration, je dirais, principalement de la voirie. C'est pas ça. Alors, un autre chantier qui démarre, c'est le moulin du Birlot. Donc, les travaux, on va enlever la roue parce que l'axe ici est cassé. Donc, on va enlever la roue et on va enlever l'axe. On a décidé, principalement au travers de l'association du moulin du Birlot qui a fait un travail très très important, d'opter pour une roue qui va être un mix métal plus bois ou métal plus cello. Il y a encore une petite incertitude. Le bois, ça serait pour toutes les pales. Et l'autre option, c'est le béton. Alors, au début, beaucoup de gens étaient choqués de penser que la roue ne serait plus en bois. Mais il y a eu un travail très important de fait. Et quand on a présenté ça à l'architecte des bâtiments de France, à la DRAC, tout le monde, in fine, a été convaincu que c'était la bonne solution. Et en termes d'aspect, il y a déjà eu des petits tests de fait, il n'y aura quasiment pas de différence. Pour ceux qui ne le savent pas, la roue précédente avait été changée en 97. Elle a duré moins de 20 ans. Et il est de plus en plus difficile de trouver des artisans capables de retravailler le bois dans des conditions comme ça. L'objectif qui a été donné avec une roue métal composite, métal plus bois, c'est d'arriver d'avoir une durée de vie de l'ordre de 50 à 80 ans. Le planning prévisionnel, donc actuellement on est en sélection des entreprises. On a commencé à recevoir des offres. On n'a pas toutes les offres, mais on a commencé à recevoir des offres. Parce qu'il faut ensuite, les choses s'enchaînent d'une manière assez précise. L'enlèvement de la roue existante, il faut le faire en novembre 2021, donc c'est bientôt, parce qu'il y a une prise de cote sur place extrêmement précise à faire pour faire les plans définitifs de la nouvelle roue et permettre une fabrication de décembre à février. On se laisse un peu de marge. L'installation prévue du nouvel ensemble en mai-juin. Et donc les premières moutures, qui seront plus symboliques qu'autre chose, mais l'idée c'est quand même de faire tourner les meules et d'avoir de la farine en août 2022. Donc
je tiens à préciser que la maîtrise d'œuvre, j'avais oublié de le dire, c'est donc l'association du Moulin du Birlot, et en particulier André Carcena, qui fait un travail très très important sur ce projet. Au niveau du financement, le financement sera en partie par l'association du Moulin du Birlot, sur leurs fonds propres. La commune va abonder, et actuellement il y a une discussion pour faire une souscription publique qui serait sur le même modèle que celle qui avait été faite en 1997, à savoir proposer à vous tous d'acheter des pales de manière à nous aider à financer la réhabilitation de cette route qui ne tourne plus aujourd'hui. Il n'y a plus aucune roue sur des moulins à marée qui tournent actuellement en Bretagne, et on pense que c'est important de faire retourner cette roue. Et on a déjà été contacté par d'autres moulins qui ont la même problématique, qui n'arrivent pas à trouver des artisans pour refaire en bois, et qui maintenant sont très intéressés à voir le concept qui a été retenu pour voir s'ils pourront l'appliquer sur les quelques moulins à marée qu'il y a principalement en Bretagne Sud. Alors, ça c'était tout ce qui était projet en cours, mais au niveau, je dirais, des chantiers, des constructions, il y a d'autres projets qui sont d'une nature différente, et on va commencer à les voir. Et le premier, c'est donc la révision du PLU. Et je vais laisser Gabi nous en parler. Bonsoir, je profite d'avoir le micro pour vous dire bonsoir. La révision du PLU, en fait le PLU avait été adopté en 2019, le 14 décembre 2019. On a estimé que certains aspects nécessitaient une révision, et ça va se faire sous la forme d'une révision globale. Alors, le premier aspect, c'est tout le zonage de l'île Nord. On aimerait travailler sur l'agriculture, j'allais vous en parler, mais d'abord le zonage de la presse agricole qui avait été classée en zone remarquable et qui nous estime pas être du tout une zone remarquable. Donc, on va essayer de réorienter la zone de la presse à ordures, déterminer des zones qui peuvent accueillir des bâtiments agricoles restant cohérents avec l'environnement et avec la nature de Bréhat, bien évidemment. Et puis, ce sera un zonage cohérent avec ce qui existe aujourd'hui, actuellement, justement sur l'agriculture existante et sur ce qu'on va pouvoir faire proposer plus tard. Un des deuxièmes points du PLU qu'on aimerait revoir, c'est les zones d'activité économique hors des zones urbaines. Sur l'ancien PLU, il y avait certaines zones qui avaient été notées, qui avaient été actées, mais on aimerait rajouter l'entreprise d'Aigle et Rouvain, qui sont des activités économiques et qui sont en dehors des zones urbanisées. On estime important de les acter. Alors, dans la révision du PLU, ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir rendre conforme la délimitation des zones urbanisées actuelles, puisqu'il y a des zones urbanisées qui ont été délimitées, mais qui ne nous paraissent pas tout à fait conformes à la réalité. Donc on va les revoir. On va aussi revoir les orientations d'aménagement et de programmation, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire des opérations avec l'Office foncier solidaire, mais ça reste encore à l'état de réflexion. C'est un travail extrêmement long et c'est une réflexion. Nous allons évidemment intégrer une réflexion sur les moyens de défense contre la mer et les dispositions qui ont été précisées dans la loi climat et résilience. Voilà, je passe le micro à Marion qui va nous présenter le PAT, le plan alimentaire territorial. Bonsoir à tous, c'est le projet alimentaire territorial. C'est un projet aussi relativement ambitieux pour notre petite commune, mais c'est une façon pour nous de répondre de profiter d'une opportunité de reconnaissance par l'État et de financement pour faire tout un tas d'actions que la commission environnement et agriculture avait commencé d'identifier et qui vont dans un sens général de notre équipe. Donc, ça ira
la production, la distribution, la sensibilisation sur l'alimentation, enfin tout ce qui touche l'alimentation et qui peut nous permettre de redynamiser la vie locale, de réduire les friches, de garder des paysages diversifiés, etc. Enfin, toutes sortes de projets qui font le lien entre agriculture, environnement et alimentation, et produits de la mer aussi qu'on inclut, font partie de l'alimentation. Donc dans un but d'avoir de développer un territoire plus résilient dans plein de domaines. Alors concrètement, donc on a obtenu une subvention de 100 000 € pour faire tout ça, qui va nous permettre d'embaucher un chargé de mission. L'embauche est en cours, on attend avec impatience la réponse de la candidate choisie, qui démarrerait début novembre. Donc, il y aura à la fois des actions, on va à la fois développer des actions qui se font déjà, les coordonner un peu mieux, des actions notamment portées par des associations, autour de la sensibilisation, des actions avec l'école par exemple, et par ailleurs faire des études pour des projets plus ambitieux qui nous permettraient d'installer des agriculteurs sur des nouvelles productions agricoles ou d'aider à l'installation de produits de la mer, par exemple. Et on a besoin de tout le monde pour mener à bien ce projet, donc on compte sur vous. Et alors la commission environnement ne s'occupe pas uniquement du projet alimentaire territorial. Il y a eu beaucoup de réflexions et d'actions menées depuis le début, depuis sa création il y a un petit peu plus d'1 an. On s'est déjà réunis 8 fois en plénière, plus de réunions avec des partenaires. Il y a une dizaine de personnes très motivées qui sont bien présentes aux réunions, qui participent bien. Donc on travaille sur les plantes invasives beaucoup, plusieurs articles dans Vrai Info. Donc l'aspect agricole, j'en ai déjà parlé. On a organisé un nettoyage de grève, plus participé à celui avec l'EPID. Et puis des réflexions en cours aussi sur les façons de gérer les espaces naturels communaux, qui soient un peu moins, un peu plus, qui aillent vers la transition écologique, moins utiliser d'engins pour nettoyer ces espaces, etc. Et puis là, on va se pencher sur d'autres sujets, la signalétique pour les chemins piétons, etc. Donc on a beaucoup de pain sur la planche. Et je crois qu'après, c'est Stéphane. Bonsoir à tous. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir me lever, donc je vais rester assis. Je suis désolé pour ça. Je vais vous parler du site d'exception touristique. Je vous rappelle qu'en début d'année 2020, l'île de Bréal a été choisie donc, par la région Bretagne pour faire partie de ce site d'exception touristique, ce qui va nous permettre sur 3 années de pouvoir bénéficier de subventions à hauteur de 70% des choses que nous mettrons en place. C'est-à-dire que pour un achat, par exemple, du panneau lumineux qui coûtait 10 000 €, la région a mis 7 000 et la mairie a mis 3 000. Donc ça, on va pouvoir bénéficier de ça pendant les 3 prochaines années. Et au cours de l'année 2021, donc nous avons commencé donc par implanter ce fameux panneau lumineux qui est à la pointe de l'Arc Ouest, qui nous permet donc de souhaiter la bienvenue aux visiteurs qui viennent passer la journée sur Bréa, de leur rappeler que Bréa est le premier site classé de France, et on leur rappelle aussi quelques petits détails, qu'il faut pas couper les fleurs, qu'il faut pas faire des cairns avec des galets, qu'il faut attacher ses chiens, qu'il faut mettre des embouts plastiques sous les bâtons de roue, des bâtons de marche, pardon, et tout ça permet que les gens, avant qu'ils aient traversé, ils aient déjà l'information, et si on a des événements bien particuliers, on peut aussi très facilement remettre une information sur ce panneau lumineux. Ensuite, on a mis en place sur l'ensemble de l'île une dizaine de compteurs, 9 à pied et 1 pour les vélos, qui nous permettent en fait de savoir, alors non pas le nombre de personnes qui traversent par jour, ça on peut le savoir aussi en faisant un cumul de 3 compteurs, mais ce qui nous intéressait surtout,
c'était par rapport à ce qu'a dit Marion tout à l'heure. On va refaire donc pour l'année 2022 la signalétique complète de l'île de Bréa, qui est obsolète en ce moment. Et on va refaire une signalétique directionnelle, mais aussi une signalétique informative, quand les gens seront devant le moulin du Berlot, quand ils seront devant le phare du Pan, quand ils seront devant certains endroits bien particuliers de l'île, de pouvoir leur expliquer comment c'était avant, comment c'est maintenant. Et on fera aussi une information sur l'éco-citoyenneté, et pour essayer que les gens comprennent qu'on est sur un petit territoire, qu'on a énormément de monde à certains moments, et qu'on a besoin que les gens respectent certaines choses. Voilà. Donc ça, c'était pour ces compteurs. On va avoir un bilan de fait d'ici une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines, et qui nous permettra donc de pouvoir lancer ce qu'on fera en 2022. On a aussi, suite à des remarques récurrentes tous les ans au niveau du tourisme, qu'il manquait de toilettes sur l'île. Donc on a implanté, vous avez dû vous en rendre compte, 6 blocs de toilettes supplémentaires, dont un au Port-Clos, juste à côté du chalet d'accueil de l'office, qui est juste à côté. Voilà. Donc ça a été une belle réussite, ça a été apprécié par les touristes. Je pense que les Bréatins, qu'ils soient permanents ou résidents secondaires, ont apprécié aussi que leur terrain ne servent pas de toilettes publiques, donc voilà, donc ça c'était une bonne chose. Ensuite, donc on a aussi installé donc un chalet d'accueil à l'office pour pouvoir permettre aux gens non pas d'être obligés d'aller jusqu'à la place du bourg pour avoir les informations et faire demi-tour si vous voulez retourner sur les verreries par exemple, et donc ils ont toute l'information au niveau du crèche Carly. Voilà. Donc ça c'était pour l'année 2021, et les projets du site d'exception pour l'année 2022, donc là on était sur une 2021 sur 50 000 €, donc 70% État, région et 30% Bréa, et là on part sur un projet plus sur 100 000 €, donc l'amélioration en fait de l'accès entre Paimpol et l'Arc-Ouest, mais là qui monopolisera non pas que les gens de Bréa, mais aussi les communes de Paimpol, de l'Arc-Ouest, parce que nous on vit tous les jours une surpopulation des fois sur l'île, mais eux ils le vivent aussi au niveau de la circulation en voiture. Ils ont aussi des désagréments par rapport à ça, et donc il va y avoir quelque chose de mis en place pour essayer de trouver des solutions pour éviter ces embouteillages et tout ce qui s'est passé un petit peu ces dernières années. Donc ça c'est un gros projet, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on va refaire la signalétique directe de l'île, et mettre des informations historiques, culturelles et éco-responsables à l'intention de nos visiteurs sur l'île, ce qui permettra pour eux de mieux appréhender. Et on fera aussi de l'information éco-citoyen pour qu'ils essayent de respecter au mieux notre environnement. Voilà. Alors, je reprends le micro parce que l'action sociale, c'est quelque chose qui me concerne. Moi et Charlotte ici. Charlotte fait partie aussi de la commission d'action sociale. Vous avez sans doute tous les visages qui vous disent quelque chose. Corinne Lapusquière, Madame Le Négaret, Juliette Tenaglia et moi-même. Marie-Odile Baucher, ici présente, était absente. Elle fait partie de la commission aussi, et on a beaucoup l'aide du docteur, parce que c'est agréable de pouvoir travailler avec lui, qui connaît bien la population. On a commencé, vraiment c'est à l'état de début, un travail sur l'analyse des besoins sociaux de la commune. C'est obligatoire dans certaines communes, là où il y a un CCAS, on a choisi de ne pas refaire un CCAS parce que notre commune, elle ne justifie pas une telle organisation. C'est un peu lourd, il faut beaucoup de membres, c'est un budget à part. Enfin, on a choisi juste une commission qui fera le même travail qu'un CCAS, mais d'une manière plus allégée, plus facile à gérer. Donc l'analyse des besoins sociaux, c'est d'une de nos missions. On a commencé, et ça a déjà démarré, l'instauration d'une permanence régulière de l'équipe du lieu. Le lieu, c'est un endroit à Paimpol où ils font de l'écoute utile pour les jeunes de 12 à 25 ans. L'écoute utile, ça peut être tout et n'importe quoi, au moment où ça va pas, ou alors juste vouloir aller parler avec des adultes ou des animatrices. Et on voulait, pour la continuité territoriale, assurer cette permanence sur l'île, parce qu'on estime que nos enfants insulaires, ils n'ont pas toujours sur le continent l'envie ou le temps, rien que le temps d'aller parler avec quelqu'un. Et les animatrices, elles se sont dit aussi, c'est vrai que les enfants insulaires, on ne les connaît pas, les petits Bréa. Ils sont à l'école à Paimpol, mais nous, on ne les connaît pas. Donc elles vont venir régulièrement. Et si un gamin de Bréa ne se sent pas bien, s'il a envie d'aller parler, s'il a un souci, qu'il ne veut pas en parler ni à ses parents ni aux autres, il pourra aller parler avec Lucille et Yolène. Donc elles sont venues, elles vont revenir.
Et elles vont essayer de venir sur des temps où peut-être les samedis, où les internes sont revenus. Enfin, on organise ça de manière la plus concrète possible et la plus réalisable possible. Il n'y a pas que des jeunes sur Bréa, il y a des personnes âgées, donc on continue le travail de rencontre, de soutien aux personnes âgées, avec cette année le repas de fin d'année qui va pouvoir se faire. Actuellement, on a envoyé des courriers au restaurateur, on attend le choix du restaurant, enfin, tout ça se fait comme les autres années avant le Covid. Voilà, c'est la préparation du portage. Je pense que l'action sociale, pour continuer un peu sur les logements, l'action sociale, elle fonctionne aussi sur le logement des personnes dans le besoin. Donc, on est en lien, la commission d'attribution de logement et la commission d'action sociale sont fortement en lien pour pouvoir attribuer les logements aux bonnes personnes au moment important de leur vie. Charlotte, je passe la parole à Charlotte. Bonsoir à tous. Donc moi je vais vous parler du conseil municipal des jeunes. Donc il se compose d'une quinzaine de jeunes de 12 à 20 ans. Les référents de la commune sont Stéphane et moi. Il a un budget de 3 000 €. Donc il a pour objectif de regrouper les jeunes bréatins, de les remettre au cœur de l'action municipale et de leur permettre de développer leur réflexion et la mise en place d'actions citoyennes. Donc pour illustrer un petit peu ça, lors de notre premier échange, ils nous ont dit que c'était important pour eux de s'investir dans la vie de la commune et de mettre en place des choses pour les jeunes. Donc quelques petits exemples de ce qu'ils voudraient. Ils nous ont parlé par exemple du terrain de foot, l'aménagement du terrain de foot avec un marquage, des panneaux de corner, enfin un but digne de ce nom, l'implantation d'un jardin d'enfants, éventuellement de faire des sorties. Ils aimeraient aussi organiser, dans la limite du possible, des animations genre tournoi de Sixte. On a évoqué aussi la sécurité par rapport à certains carrefours dangereux de l'île, ils souhaiteraient mettre des miroirs. De santé publique également, avec l'achat de préservatifs. Donc je pense qu'il faut quand même être fiers de nos jeunes parce qu'ils sont motivés, ils sont impliqués, ils ont envie de faire des choses pour leur commune. Et je les remercie de leur participation. Et ils sont bien évidemment invités à participer à toutes les manifestations officielles de la commune. Je passe la parole à Stéphane pour nous parler de culture et patrimoine. Donc on vous a mis sur la diapo les 4 gros événements qui ont eu lieu cette année, donc situation Covid, donc un petit peu particulier, donc malheureusement les feux de la Saint-Jean depuis 2 ans n'ont pas lieu. Le bal des pompiers qui est aussi l'été une grosse réussite et un endroit où tous les jeunes se retrouvent et tous les gens de Bréa se retrouvent n'a pas pu avoir lieu. Donc on vous a mis un petit peu donc les 4 gros événements. Donc il y avait les expositions de l'art dans l'Ire et de saison d'art aussi, donc le festival des scènes de Bréa qui a eu sa première édition cette année, voilà, et aussi le stage de chant Bréa Academy. Je m'excuse auprès de Bréa Academy, je devais aller vous voir pour voir les spectacles, mais un petit accident de la route m'a empêché de le faire, mais l'année prochaine, je vous promets que je serai présent lors de vos spectacles. Ensuite, en ce qui concerne le patrimoine, il a été mis en place 2 choses. Déjà, le nettoyage, un premier nettoyage des ruines de la chapelle Saint-Rion, qui a été fait entre autres par Jean-Philippe Houtin. Et je vous rappelle que chaque année aussi, nous faisons venir les jeunes de l'EPID, donc ce centre qui permet à des jeunes d'aide par le travail, de se réinsérer dans la vie. Et donc, ils viennent chaque année pour nettoyer nos plages et nos grèves. Et cette année, vu qu'il y avait le Festival des scènes de Bréa, on avait proposé en fait de changer un petit peu leur activité et ils ont passé donc 1 journée et demie à nettoyer les douves sèches en fait de la citadelle. Donc ils n'ont pas eu le temps en 1 journée et demie de tout faire, mais l'année prochaine on renouvellera l'aventure et donc ils continueront donc à nettoyer ça. Voilà. Juste une dernière petite précision. Au mois de novembre, il va y avoir ici dans cette salle un petit festival de courts-métrages qui sera mis en place donc par une association bréatine, donc 4 à 5 courts-métrages, et en fait les metteurs en scène de ces courts-métrages seront présents, et donc ce sont des courts-métrages un petit peu social, un petit peu sur la vie, un petit peu sur ce qui se passe aussi en dehors de Bréa, et
un peu plus loin aussi, la Syrie ou ce genre de choses. Et donc les metteurs en scène seront présents et il y aura donc projection du petit film et derrière un débat avec les gens qui ont réalisé ce film. Donc on vous invite grandement à venir, ça sera au mois de novembre. On vous donnera les dates exactes, hein, pour l'instant c'est pas encore défini, les dates exactes et ça se passera ici dans cette salle. Merci. Donc, je reprends la suite avec un sujet qui me tient bien à cœur, c'est la gestion des déchets. Donc la première année, les premiers mois, on a fait une commission mixte là aussi. Et les premiers mois ont surtout servi pour nous à comprendre ce qui se passe, faire un bilan, un état des lieux. Donc il y a certaines choses qui se passent bien, donc la collecte et le tri, c'est plutôt pas mal. Et merci aux agents qui assurent ce travail-là. Et par contre, on a quelques améliorations à faire en termes de, justement, de conditions de travail pour les agents autour du chargement à la corderie et des problèmes budgétaires assez chroniques dans ce poste-là. Donc, on a commencé de réfléchir à des améliorations à tous les niveaux. Donc, déjà, déjà, la première chose pour que les déchets coûtent moins cher, c'est d'en produire moins. Donc, ça sera plutôt mon domaine. Travailler sur la réduction par le compostage. Alors là, on a relancé une campagne de distribution de composteurs. On en a 65 qui viennent d'arriver. On vous informera bientôt des créneaux pour aller les chercher à la mairie. Il y a eu aussi maintenant 3 composteurs collectifs installés, des composteurs de quartier, pour ceux qui ne veulent pas avoir leur composteur chez eux ou qui n'ont pas de jardin ou pas la place. Voilà, c'est une autre option qu'on envisage de développer. Là, il faudra des volontaires pour s'en occuper. Voilà. Il y a eu 2 animations cet été avec le SMITRED, donc c'est l'organisme qui traite nos déchets et qui font aussi beaucoup d'animations de prévention. Voilà. La campagne des Jamènes, je ramène, c'était une brillante idée de Stéphane, qui n'est pas dans la commission des chaînes, on était preneurs quand même. Donc pour inciter les visiteurs à la journée à repartir avec les déchets qu'ils apportent avec leur pique-nique, etc. Et puis, c'est quoi le dernier? Voilà, améliorer le tri. Voilà, même si les résultats sont déjà assez satisfaisants, on va persévérer dans cette direction. Donc nous voulons aussi optimiser, améliorer en fait, le transport de ces déchets. Pour cela, nous avons l'opportunité d'acheter une grue qui permet le déchargement et le chargement des ampli-rolls. En fait, cette grue nous a été proposée dans le SMITRED. Hein. C'est une grue qui sécurise surtout les employés qui travaillent, car elle permet d'ouvrir le conteneur, enfin, le petit conteneur, sans aller dessous, en appuyant simplement avec la grue sur le dessus, et ça ouvre, et ça permet de laisser tomber. Avant, ils étaient obligés d'aller en dessous le conteneur pour l'ouvrir, et c'était très dangereux. Donc nous allons également optimiser la taille des ampli-rolls en fonction des méthodes de manutention. Nous mettrons en place, très certainement, un compacteur pour ordures ménagères et emballage. Et nous supprimerons le ponton actuel de chargement, qui avait fait bondir le préfet lorsqu'il était venu nous voir. Vous avez dit ça, c'est pas bon. Donc nous pensons, dans un avenir plus ou moins proche, j'espère, évacuer les ordures ménagères depuis la corderie sur le site de Chicago. Alors pour ça, nous avons eu une réunion il n'y a pas très longtemps, une réunion avec le préfet, la région, la CCI et le département. Alors nous avons provoqué cette réunion pour pouvoir avoir des interlocuteurs précis pour essayer de faire avancer le projet. Donc nous pensons essayer de réutiliser le site de Chicago, qui actuellement ne peut servir à rien d'autre, qui a trop pollué. Pour cela, on nous a demandé des études
Nous allons très certainement faire des carottages pour savoir comment est le dessous, parce que ça doit être très très joli. Et ensuite, eh bien, si c'est possible, si toutes ces études aboutissent, nous mettrons un compacteur et nous ferons un système un peu semblable à celui qui est à l'île de Bas, où c'est propre, où il n'y a pas de dégagement, pas de jus et pas d'odeur. Enfin, nous pensons aménager le chemin de roulement qui existe à l'heure actuelle. Pour supprimer le ponton de chargement, donc il suffira de le remonter un petit peu, de le durcir et de faire certainement dans le bout une pente, un cale d'environ 10%. Donc dans la gestion des déchets, nous avons des réunions en cours avec la région, la préfecture, le département, pour obtenir toutes les autorisations nécessaires. Évidemment, nous ne ferons que si nous avons véritablement toutes ces autorisations. Il nous a été autorisé, à l'heure actuelle, une phase provisoire pour mettre en place en 2022, avant la phase définitive, une fois toutes les démarches administratives terminées et les autorisations obtenues. Alors, projet de la maîtrise de l'hyperfréquentation de l'île. Alors, vaste sujet polémique, sujet compliqué. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va créer une commission mixte assez rapidement, qui nous permettra d'essayer d'évaluer un petit peu là où on en est, ce qu'on peut faire avec comme support juridique la loi climat et résilience qui vient d'être adopté avec l'article 231 qui nous permettra donc de pouvoir peut-être trouver des bonnes solutions. On attend aussi un retour d'expérience des îles Porquerolles, qui sont donc non pas des îles du Ponant, mais des îles du Levant, sur la Côte d'Azur, où ils ont essayé de trouver aussi une solution pour essayer de maîtriser le flux touristique. Donc on se servira un petit peu de ce retour d'expérience aussi au sein de cette commission pour essayer de trouver des solutions qui nous permettraient d'éviter ces gros pics que nous avons l'été, des pics où personne n'y trouve son compte, que ce soit les habitants, les commerçants, les touristes eux-mêmes. Donc on va essayer de trouver une solution, si on peut, pour essayer de glisser un petit peu plus sur la semaine, ou sur le mois, ou sur l'année, les visiteurs. Alors on n'en veut pas forcément moins, mais en tout cas on les veut mieux les accueillir, et les accueillir de façon à ce qu'il n'y ait pas ces journées qui sont l'enfer pour tout le monde, et insupportables, vraiment, je pense, pour tous les gens qui sont présents dans cette salle, mais aussi pour les touristes. Voilà. Donc cette commission mixte, ça va prendre du temps. On va donc y avoir 2 élus, on prendra 8 à 10 personnes pour nous aider dans cette commission, et on prendra aussi, en fonction des réunions et des thèmes qu'on voudra aborder, et des gens qui viendront nous aider. Si on fait une réunion, par exemple, sur le transport maritime, on demandera aux 2 compagnies de bien vouloir venir et de nous expliquer, et qu'on essaye de trouver des solutions ensemble. On essaiera de faire des réunions avec les commerçants, on essaiera de faire des réunions avec les habitants de l'île, qu'ils soient permanents ou pas. Et tout ça, alors, va pas se faire en 15 jours, 3 semaines. C'est un vaste débat. On a aussi des choses qu'il faut qu'on respecte. On a aussi le département, la CCI et la région qui ont des besoins par rapport au tourisme à Bréa. On a aussi, faut savoir que Bréa attire 70 à 80% des gens qui viennent sur la région de Paimpol et les alentours. C'est vraiment le pôle attractif. Et donc, cette région vit aussi autour de l'activité touristique, et grâce à Bréa, en grande partie. Et donc, il faudra qu'on trouve des solutions qui soient équilibrées, qui conviennent à tout le monde, et pour essayer de mieux améliorer, si possible, notre quotidien, et aussi la visite des touristes sur notre beau territoire. Voilà. Alors, sans transition, on passe à un autre sujet. On a travaillé pas mal pendant l'année sur ce qu'on a appelé des optimisations administratives, parce qu'il y avait un certain nombre de dossiers qui n'étaient pas regardés suffisamment dans le détail. Donc, beaucoup d'entre vous savent qu'on a travaillé sur les cimetières, parce qu'une des questions qui s'est posée, c'est de savoir s'il fallait laisser l'emplacement qui avait été prévu à Quéranroux pour un 3e cimetière, ou si on pouvait fonctionner avec les 2 cimetières existants. Donc on a fait un certain nombre d'actions. La première action, c'est une procédure de reprise de tombes abandonnées. Alors c'est une action qui se fait
assez régulièrement un peu partout. La dernière qui avait été faite à Bréa datait de 2007. On voit ici, en 2007, il y a eu 25 ponts qui ont été identifiés comme abandonnés et qui devaient être nettoyés. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas été nettoyés. Donc on a commencé à prendre les 10 tombes les plus endommagées et l'entreprise légale va libérer les emplacements. La procédure de reprise des tombes, c'est une procédure extrêmement encadrée qui dure 3 ans. D'accord ? Donc on aura le résultat de cet exercice uniquement en 2024. On en est à la première année. On met des petits panneaux sur les tombes qu'on pense abandonner pour signaler aux gens qu'il y a une procédure d'abandon qui a été engagée. Les gens qui voient ces petits panneaux peuvent venir nous voir et nous dire non, cette tombe n'est pas abandonnée. Et à ce moment-là, on arrête la procédure sur cette sépulture. L'autre grosse action qui a été faite, c'est de voir où on était au niveau des concessions, ce qui est aussi un travail un peu compliqué. On a envoyé 70 courriers, ce qui nous a permis de régulariser 60 concessions, ce qui est pas mal. Mais il faut savoir qu'il y a des courriers qui nous viennent, n'habitent plus à l'adresse indiquée. Et d'autre part, on a 32 dossiers sur lesquels on n'a pas d'adresse ou pour avertir la personne que sa concession doit être renouvelée. Donc on continue à travailler là-dessus, on travaille sur les concessions, on pense qu'il sera terminé vers la fin de l'année. Quand on fait le total de tout ce qu'il y a actuellement dans nos 2 cimetières, on a 31 emplacements disponibles. On a les 10 qui sont en cours de nettoyage et potentiellement récupérables au travers des différentes procédures de reprise ou dans les concessions, il y a certaines personnes qui nous disent je ne souhaite pas renouveler ma concession. Et donc à ce moment-là, on la récupère. Donc on a un potentiel de 62 emplacements. Donc on considère que quand on aura fini ces procédures, on aura environ 93 emplacements, ce qui nous permet de voir venir pendant pas mal d'années. Alors, sur les ports, on a fait aussi un travail de remise en ordre administrative, et je laisse François-Yves vous donner les détails. Donc, nous avons eu 2 réunions de la commission portuaire et 3 réunions du conseil portuaire. Il a été mis en place un système avec des référents, des suppléants, des référents qui s'occupent uniquement d'un port, c'est-à-dire des référents pour le port de la Chambre, des référents pour le port de la Corderie. Et nous avons cette année réussi à faire une convention tripartite pour la gestion des mouillages de plaisance dans le port clos. En fait, les gens du port clos ne payaient rien du tout. La région, le département ne voulait pas s'en occuper. Et donc, nous lui avons demandé la possibilité, ainsi qu'à la CCI, de pouvoir nous occuper de ces camps-là. Et on a signé ces conventions. Donc là, nous avons lancé des renouvellements, mais juste jusqu'à la fin de l'année, pour pouvoir en plus repartir sur tous les ports, sur les 3 ports communaux, de la même manière à partir de l'année prochaine. Autrement, nous avons en cours un recensement de tous les mouillages à la Corderie, la Chambre et au port clos. Alors je demanderai, pour ceux qui sont là et puis ceux qui nous regardent, de laisser cet hiver, si c'est possible, au moins jusqu'au mois de décembre, la bouée qui se pose sur leur corps mort, avec le numéro du corps mort et, si possible, le numéro du bateau, ou le nom du bateau. Donc nous ferons un renouvellement des conventions individuelles pour la Corderie et la Chambre pour une validité de 2 ans. Donc on ne fera plus tous les ans, on fera tous les 2 ans. Ensuite, création des conventions individuelles pour le port clos. Donc la validité sera de 9 mois, je vous l'ai dit, pour pouvoir faire un renouvellement au printemps 2022. Alors la SMAEL, nous sommes en discussion avec la DDTM, une discussion très difficile. À l'heure actuelle, certaines personnes de l'île ont reçu
des gens qui ne sont pas dans les corps communaux ont reçu des documents leur disant de se rapprocher de la mairie parce que, en fait, c'était la mairie qui gérait maintenant, c'est pas vrai. Ça, c'est faux complètement. On n'a encore rien signé aucune convention avec la DTTM. Nous sommes en discussion pour cette convention. Telle qu'il me la présente à l'heure actuelle, il nous est très difficile de la signer. Donc on aimerait bien qu'on puisse s'entendre et que ça fasse quelque chose de constructif, et non pas ce qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle. Donc, pour le moment, tous les corps morts qui sont extérieurs aux ports communaux appartiennent toujours à la DTTM. Alors, le point suivant sur lequel on a essayé de bien comprendre où en était la commune, c'était le réseau d'assainissement collectif. C'est un certain flou. Et je profite de cette réunion pour clarifier certaines choses, parce qu'on a réalisé au travers des différents échanges qu'on a pu avoir avec les gens que beaucoup n'avaient pas compris exactement comment marchait le système. En 2016-17, il y a eu des travaux importants de canalisation d'assainissement qui ont été implantés dans 5 zones de Bréa. Le montant total des travaux dans ces 5 zones est de 1 800 000 euros. Et donc, la commune, vous tous, y compris des gens qui ne sont pas raccordés, ont participé à la mise en place d'un réseau collectif uniquement pour, en fait, 132 personnes. Donc, quand on est dans une situation comme ça, l'idée est de dire ceux qui vont pouvoir bénéficier d'un tel réseau d'assainissement doivent participer plus que ceux qui ne pourront pas l'utiliser parce qu'ils ne sont pas dans une zone qui a été raccordée. C'est ça qu'on appelle la PFAC. Et donc, au cours à partir de fin 2020 et en 2021, on a fait des appels pour récupérer les montants de PFAC auprès des gens qui sont ce qu'on appelle raccordables. D'accord ? Et on a fini de collecter des montants de PFAC, mais ça représente en fait que 30% du montant des travaux qui ont été réalisés pour ces gens-là. D'accord ? Beaucoup de gens ont pensé que parce qu'ils avaient payé la PFAC, ils n'avaient plus rien à payer. Mais non, ils ont participé aux travaux, mais en plus, il faut ensuite se raccorder. Et donc, on a fait un nouveau travail de vérifier le statut des 132 personnes qui pouvaient se raccorder. On a eu pas mal de difficultés parce qu'en fait, il y avait un problème certain avec Veolia. Les fichiers de Veolia n'étaient pas du tout à jour. Et finalement, beaucoup de gens, beaucoup de Bréatins qui s'étaient bien raccordés, tel que c'était demandé dans les 2 ans qui suivent la fin des travaux, n'étaient pas dans les fichiers de Veolia et étaient considérés comme non raccordés. Donc on a fini maintenant ce travail. Et la bonne nouvelle, c'est que sur les 132 qui pouvaient se raccorder, il y en a 107 qui sont soit raccordés, soit en cours de raccordement. Il y a un certain nombre de gens qui ont maintenant compris la problématique et qui ont demandé à des entreprises bréatines de les connecter. Donc on a 107 personnes qui sont connectées. On a encore à travailler avec 19 personnes qui ne sont pas connectées pour des raisons ou pour d'autres et qui donc sont sujets actuellement à une astreinte de manière à les inciter à se raccorder. On a 6 cas particuliers qui ne sont pas sujets à astreinte. C'est par exemple une maison qui pouvait se raccorder mais qui a été vendue. L'acheteur, on lui laisse une période de 1 an pour se raccorder avant de lui dire quelque chose. Autre cas particulier, il y a un cas sur l'île où techniquement il n'est pas possible de se raccorder, donc évidemment on va pas le pénaliser. Et puis il y a des cas où les gens avaient fait un assainissement non collectif juste avant les travaux. Et dans ce cas-là, ils ont une période pendant laquelle ils peuvent utiliser leur assainissement non collectif avant de devoir se raccorder. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que presque tout le monde aujourd'hui qui était raccordable est raccordé. Et c'est une bonne nouvelle pour l'environnement parce que ça veut dire qu'on utilise au maximum les possibilités d'assainissement collectif.
Alors, on a fait le même exercice pour tous les gens qui ne peuvent pas se raccorder et qui sont donc sujets à un assainissement non collectif. D'accord ? Il faut savoir qu'il y a 750 contrats sur l'île. Il y en a environ la moitié qui sont raccordés ou raccordables et il y en a l'autre moitié qui sont non raccordés et donc sujets au SPANC. Le SPANC, c'est le service public pour l'assainissement non collectif. Donc c'est une obligation de la loi. On doit avoir dans la commune un SPANC qui va vérifier que les gens qui ne sont pas connectés respectent les critères d'épandage demandés par la loi. On a l'obligation également d'équilibrer, c'est un budget spécial, on a l'obligation d'équilibrer ce budget, ce qui est relativement difficile. Donc on a récemment regardé ce qui se fait dans d'autres communes et les communes changent pour la plupart le système. Ils demandent un abonnement annuel et c'est la commune ensuite qui est en charge de faire les vérifications. Pour pas que ça coûte plus cher aux administrés, on a maintenant un système où la commune fera un contrôle tous les 8 ans, au lieu de 6 ans avant, et est sujet à un abonnement de 20 € par an. Il y a 320 personnes qui ont reçu une lettre individuelle leur disant soit ils sont parfaitement en règle et donc leur prochain contrôle aura lieu par exemple en 2025 ou en 2027, suivant les cas, et les autres qui ont reçu un courrier leur disant « Veuillez contacter le SPANC de manière à ce qu'on vérifie votre statut parce que votre statut n'est pas clair. » Donc c'est Frédéric Delugue qui est en photo, qui est notre technicien en charge de vérifier toutes les installations et éventuellement vous serez contacté par cette personne si on a besoin de savoir exactement le statut de votre installation. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se manifestent et on est en train de mettre à jour beaucoup d'installations. Et il ne faut pas en avoir peur parce qu'il y a beaucoup de flexibilité dans le système et la plupart des gens, par des petits ajustements, se retrouvent avec une installation conforme. Et une fois que le technicien du SPANC est passé, ils sont tranquilles pendant 8 ans. Et ça sera à la commune dans 8 ans de les recontacter pour refaire le prochain contrôle. Donc c'est quelque chose qui est maintenant en place et cet exercice pour moi est terminé également. Et donc on a, au niveau de tout l'assainissement, on a une situation justement saine. Alors, dernier sujet sur lequel on a travaillé pour remettre les choses en place, c'est la liste électorale. La nouvelle commission de la liste électorale a été mise en place en novembre 2020. Donc elle est composée d'une conseillère municipale qui est moi, d'un délégué du tribunal judiciaire Nathalie Lamidon et d'un délégué de l'administration Yvon Pellerin. Donc nous avons fait une revue complète de la liste électorale au titre de l'article L19 du Code électoral et nous sommes passés de 575 inscrits en février 2020 à 510 en septembre 2021. La prochaine revue sera fixée avant les élections présidentielles, dans le premier tour, et le 10 avril 2022. Voilà, on a fini cette présentation assez longue avec des diapos, mais pour rebondir sur les listes électorales, je voulais vous montrer ce petit panneau et je voulais tous vous féliciter. Ce petit panneau, c'est la Marianne du civisme. On l'a reçu il y a quelques semaines, 2-3 semaines. Elle nous a été remise par le président de l'ADAMA, qui est l'association départementale des maires et des adjoints. Et elle nous a été remise parce que Bréa est la commune qui a eu la meilleure participation aux élections municipales en 2020. Donc c'est grâce à vous tous. Nous sommes une commune très civique, avec 90% de participation.
là où la participation nationale était nettement plus basse. Et je pense que s'ils distribuent une moyenne de civisme pour les départementales et les régionales qui ont eu lieu au printemps 2021, ça sera la même chose. Bréa est très très nettement au-dessus des participations départementales ou nationales. Donc on a reçu cette petite moyenne de civisme que l'on va afficher sur le mur de la mairie. Voilà, donc on a fini cette présentation. Alors je suis désolé parce qu'il y a énormément d'informations pour vous à recevoir. Il y a énormément de sujets traités, et vous pouvez vous dire, mais ça part dans tous les sens. Alors non, je tiens à vous rassurer, ça part pas dans tous les sens. On avait défini un programme au moment des élections municipales qui tournait autour de 5 thèmes. On voulait une île protégée, une île dynamique, une île solidaire, une île démocratique et une île d'art et de culture. Et pour ceux qui ont encore le programme, je vous invite à le regarder parce que toutes les actions dont on vous a parlé ce soir étaient dans le programme. Et notre idée, c'est justement de continuer dans les années à venir sur ces 5 thèmes, parce qu'on pense que c'est les 5 thèmes les plus importants pour l'avenir de Bréa. Et on va continuer, on en a fait un certain nombre. Il y a des sujets qu'on n'a pas encore vraiment abordés, mais on va continuer dans la même voie sur ces 5 thèmes. Voilà, on a beaucoup parlé, donc je vous propose de passer à la séance des questions et des réponses. Il faudrait donner un micro dans la salle. Et si vous voulez qu'on retourne sur les diapos, certaines sont peut-être passées trop vite, n'hésitez pas. Alors, le but, c'est que vous leviez la main et puis je viens vous apporter le micro. C'est facile. Ah. Bonsoir à tous. Je voulais juste savoir sur la campagne Jamais de Ravel, est-ce que vous avez eu un impact suite à cet été sur le nombre la quantité de déchets au jour le jour? Alors, on n'a pas un impact chiffré. Les employés communaux nous ont dit qu'ils vidaient peut-être un peu moins les bacs qui étaient sur notamment du Port-Clos jusqu'au bourg. Mais la question a été posée plusieurs fois, on n'a pas un impact chiffré à ce niveau-là. Néanmoins, on a fait une petite enquête et clairement, les visiteurs à la journée sont sensibles à cette argumentation et beaucoup jouent le jeu. Ceux qui sont les plus inquiets actuellement et qui nous posent des questions, c'est les gens de Ploubaz et de Paimpol, parce qu'ils nous demandent si on va participer au fait que les visiteurs à la journée remplissent les poubelles de Ploubaz et de Paimpol, au lieu de remplir les poubelles, à leur avis, au lieu de remplir les poubelles de Bréa. Alors je leur dis que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais il faut supprimer les poubelles de l'Artois. Oui, non, mais on va en discuter parce que justement, je pense que l'Artois a réagi un peu fortement. Et nous on est prêts à discuter avec eux parce que si nous le coût le plus important pour les déchets, c'est bien évidemment le transport. Et moi, s'il faut qu'on participe un petit peu à l'évacuation de déchets qui seraient déposés à Ploubaz, on participera parce que ça nous évitera néanmoins le transport, qui est le poste le plus important. Donc j'en ai parlé avec le premier adjoint de Ploubaz et on va sans doute faire quelque chose pour il y ait le nombre de poubelles nécessaires à Ploubaz et que deux, il n'y ait pas ce genre de petite arrière-pensée qui n'aide pas à améliorer la situation. Autre question? Simplement, les sanitaires qui ont été installés supplémentaires, est-ce qu'ils vont rester?
Maintenant, ils sont partis. Ils sont là. Ils sont déjà tous là. Oui, oui, et les derniers sont sur les remorques et vont prendre la barge la semaine prochaine. Non, non, pendant l'hiver, on ne laisse pas ces sanitaires. Je ne pense pas qu'ils soient vraiment utiles. On les remettra à l'été, bien évidemment. On en remettra peut-être un peu plus, d'ailleurs, parce que ça a vraiment bien marché. Pardon? Ah non, mais quand j'ai l'été, c'est la saison pas. Non, non, c'était la saison. Mais pendant l'hiver, il y a 5 et je pense pas qu'il soit très utile. Le problème qu'on a pour moi et qu'on doit régler, c'est l'insalubrité des toilettes du bourg sur la place. Donc ça, on pense. Non, vous avez raison. Non, c'est pareil. On a ces deux toilettes, sont vieilles, sont plus au standard et c'est abominable. Donc, je pense que pour l'hiver, il faut qu'on règle ces problèmes-là. Et puis pour l'été, il faut qu'on mette les nombre de toilettes qu'il faut. Mais on n'est pas trop loin du compte, je crois, avec ce qui a été mis cet été, parce que les gens nous ont dit Bréa n'était plus une toilette à ciel ouvert et il y avait beaucoup moins de papier. Allez voir mon hangar, on voit des trucs. J'ai jamais vu ça. Jamais autant de merde. Ah bah c'est partout, d'ailleurs, mon hangar. C'est le premier à. Ah non, ça n'a pas besoin. Non, je ne dis pas ça, mais tu es le premier cette année à dire qu'il y a vraiment un problème plus important. Et voilà, le petit faut toujours le vent. C'est parce que c'est bon. Et ils m'ont envoyé un recommandé à CCI, parce que moi, leur table, c'est le monde. Vous savez, c'est leur merde. Ils savent prendre des billets là-bas, ils vont nous. Et c'est barré autant. J'ai des fils, tout, mais les gens passent. On verra s'il faut mettre. Et c'est quand même la route, tous les deux, devant mon hangar, va être fermée, hein, aussi. Parce que moi, j'en ai ras-le-bol de certains tracteurs qui ne s'arrêtent pas quand je traverse les mètres. Mais là, il va y avoir des barrières, je peux le prévenir tout de suite. Ça va être terminé, la servitude des tambours est partie. Quand il y a des gens qui accélèrent, mais ça va faire une fille au romain. Je ne sais pas la personne, mais il a eu les flics. Maintenant, je ne rigole plus. Et les vélos électriques aussi qui ne s'arrêtent pas. Voilà, de toute façon, l'été prochain, il est barrière à chemin. C'est clair. Et quand je traverse sur les têtes, ils seront fermés. Ils ne seront aucun. Je pense qu'il faudrait que tu viennes à la mairie nous en parler avant de fermer les routes. De toute façon, je peux faire. Moi, je borde et je le ferme. Non, mais viens nous en parler s'il te plaît. Cette année, il y a des insultes, les gens sont agressifs. J'ai jamais vu autant d'agressivité. Ils n'attendent plus les vélos électriques. Il y a certains, ils ne sont pas à 25 ici, en location. J'en ai essayé, 35, 40 certains, en location. Alors, je ne sais pas où sont les contrôles. Il n'y a pas encore eu de contrôle sur la vitesse des vélos électriques. Je dis ça aux gendarmes et on dit, oui, on sait qu'il y a des vélos qui roulent à plus de 25. Et des vélos de location, c'est pourtant, normalement, ils n'ont pas le droit de rouler à plus de 25 km. On descend, ils sont tous à plus de 25. On descend, on peut être à plus de 25. Bien sûr. L'assistance, elle fonctionne jusqu'à 25 km/h. Il n'y a plus On peut monter d'assistance. à 40 ou 50 km. Voilà. Et tous, hein. Il n'y a pas un vélo que le boîtier, de toute manière, un vélo électrique avec des patins classiques, je trouve pas ça logique. Parce que quand ils sont lourds, les vélos, plus de poids de la personne, donc et les freins ne sont pas répondants. Ils ne sont pas répondants du tout. C'est pas les freins à tambour, ni les freins à disque. Ok. Quelqu'un me dit, mais comment ils font les vélos? Vous ne faites pas 25 km/h toute la journée ou 40 toute la journée avec un vélo classique. Non, on est assez de vélo en stade, donc je sais que. Au point de vue des déchets, les empiroles seront évacués comment, par qui? Par privé ou la barge de Bréa? C'est pas encore défini. A priori, il va y avoir 2 phases. Il y aura une première phase où on risque de faire un appel d'offres pour l'année 2022. Okay. Et on vous avait expliqué, on n'en a pas parlé là, mais après la région va nous transférer la compétence du transport du fret à partir du 1er janvier 2023. Donc à partir du 1er janvier 2023, c'est la commune qui va définir le mode de transport du fret
Et justement, la grande discussion qu'on avait eue avec la région pour le transfert de cette compétence, c'était que nous, on veut absolument, comme dans les autres villes d'ailleurs, que les déchets soient transportés aussi en même temps que le fret. Alors ça sera soit une DSP, soit une autre forme de contrat, ça c'est pas encore défini, on doit en discuter avec la région, mais on a cette phase intermédiaire de 2022 où on veut faire un système temporaire, et puis à partir de 2023, on va démarrer un nouveau système, probablement pour une durée de 7 ans, parce que qu'on fasse une DSP ou autre chose, ça sera certainement une durée de 7 ans, où on fera un contrat avec, je ne sais pas encore si ce sera la CCI, un privé ou autre, mais qui aura le transport du fret et des déchets. Donc, à Chicago, le ponton va partir, là. Donc, on va construire un quai, alors un quai ou une rampe. Non, c'est une petite rampe. A priori, de 10% qui fait sur une quinzaine de mètres. Et qui sera inclus dans le paysage rapidement. Parce que le quai à Chicago, là, tel qu'il est aujourd'hui, il n'y a pas d'eau, là. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que le ponton a été... Une espèce de chemin de roulement a été créé. Non, le ponton, il est nécessaire actuellement, il est même indispensable parce que on ne peut pas rouler les empiroles sur la barge de Bréa Service. D'accord ? Mais on pourrait rouler les empiroles sur la barge de la CCI ou on pourrait rouler les empiroles sur une autre barge. Donc le ponton va avec la barge de Bréa Service. On comprend que Bréa Service va amener une nouvelle barge sur laquelle on pourrait faire du roulage d'empirole direct. Et il faut savoir que ce ponton est le principal, je dirais, objet qui choque les gens en termes de paysage. S'il y avait que le chemin de roulement et on voit à peine le quai, ça se confond dans le paysage et personne ne ferait de remarques. Mais d'avoir ce ponton avec notamment les deux voilà, ça, plus la grue, ça se remarque beaucoup et les gens font des remarques sur ce. D'où l'idée de trouver une solution sans le ponton. Et ça a été la principale remarque du préfet. Le préfet a dit, dans un environnement comme Bréa, vous ne pouvez pas continuer comme ça, trouver une autre solution. C'est ce qu'on cherche avec eux actuellement. Donc ça va nous faire 3 ports, Bréa. Non, pas du tout. Bah si, il y a le port clos, la grève de l'église et Chicago. Donc c'est 3. C'est déjà le cas. Aujourd'hui, on opère à 3 endroits différents. D'accord ? Mais en termes de port et de dénomination de port, ce que l'on discute actuellement avec la région, le département, la CCI, et le préfet surtout, c'est de faire une petite partie de la corderie, une annexe du port clos. Oui, parce que c'est un port de plaisance, théoriquement. Et là, vous installez un port de commerce dans un port de plaisance. Non, et justement, la procédure pour installer un port de commerce, elle est extrêmement compliquée. Oui. Et les ports de commerce aujourd'hui qui se développent, c'est des grands ports de commerce. On ne peut pas imaginer, c'est pour ça que le préfet va plutôt dans la direction d'une annexe. Les grands ports, c'est Ceux qui connaissent bien, le Havre fonctionne comme ça. Il y a le port principal de commerce et la partie qui a été faite à l'heure actuelle pour les grands conteneurs, c'est une annexe du port. C'est pareil à Lorient. Donc il y a beaucoup de ports de commerce qui fonctionnent avec une annexe. Et donc c'est l'idée qui fait cette chose. Merci. Question sur les travaux au niveau de la côte du port. Donc il y a des pavés aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce que vous allez en faire, s'ils vont être remis, gardés? Alors, c'est pas finalisé, mais l'idée actuellement qui doit être travaillée en avant-projet, puis en face-projet, etc., ça serait d'avoir 2 bandes de roulement en bitume, avec au milieu un petit caniveau refait avec les pavés que l'on a actuellement. Parce qu'au niveau, on a vu des endroits qui sont faits comme ça, au niveau visuel, c'est plutôt pas mal.
Et on veut absolument les bandes de roulement pour les fauteuils roulants. Et on veut aussi absolument les bandes de roulement parce que, comme un certain nombre de gens le savent, aujourd'hui, l'été, les déchargements de la barge se font de nuit. Ça veut dire qu'il y a des tracteurs qui descendent la côte du Port-Clos de nuit, et ce qui fait énormément de bruit. Ce n'est pas le moteur du tracteur, c'est le bruit de la remorque qui passe sur le pavé. Si on a des chemins de roulement lisses sur lesquels les roues des remorques passeraient, on pense qu'on va diminuer pas mal la nuisance sonore la nuit. Donc, ces deux paramètres, PNR plus nuisance sonore qu'on doit améliorer, nous amènent a priori à ce principe de 2 chemins de roulement et un caniveau pavé au milieu pour garder un petit côté. Voilà. Et réutiliser ce qu'on a. On réutilisera pas tout, mais on réutilisera une partie. Ce qui détruit les chemins des derrière, c'est quand même la taille des engins, leur poids. Et est-ce qu'il est prévu de pouvoir limiter ça? En plus, quand on est piéton ou en vélo, on est obligé de se ranger parfois à un endroit où on peut arriver à se ranger, parce qu'on ne peut pas se croiser avec la taille des engins. Il y en a 4 ou 5 qui ne permettent pas un croisement. Alors, on est en train de regarder ça, et on regarde ça au niveau aussi de l'AIP, parce que prendre un arrêté concernant ce genre d'engin, c'est très compliqué. Pardon? Oui, mais les arrêtés ne fonctionnent pas forcément. Et si quelqu'un. Ils envoient leur matériel et après. Non, mais l'arrêté qu'on pourrait imaginer, il faut être réaliste. Les engins qui sont déjà sur l'île, on les ressortira pas. Ce qu'il faut éviter, c'est que les nouveaux engins encore plus gros, et éventuellement encore plus larges, n'arrivent. Ils sont encore plus larges, ils ne passent pas. Ils peuvent pas être plus larges. Quelquefois, on est obligé de rentrer dans le mur. Les gens disaient la même chose il y a 4 ans, avant l'arrivée des télescopes. Avant, ils étaient à 1m60, maintenant ils sont à 1m80. Parce que c'est eux aussi qui déboulissent. Mais on regarde le sujet, mais le sujet n'est pas évident. Mais on regarde. Et surtout si on dépense des sommes conséquentes à refaire une route, et quand on aura refait plus le Port-Clos, c'est pas pour que ça soit redémoli en 2 ans, parce que les charges. Le Port-Clos, les arbres aussi, c'est les racines. Mais on en a parlé avec le maître d'œuvre, et il y a des solutions. Je signale que la corderie n'a jamais été en pierre. C'est que du goudron qui. Je sais. On connaît le sujet parce qu'on a vu construire cette route goudronnée et il y a qu'un départemental qui a été en pierre. On attend un avis de l'AIP. L'AIP a fait travailler un cabinet juridique sur justement les arrêtés de circulation. De manière à ce qu'il soit. Le problème, c'est que si vous faites un arrêté qui peut être attaquable, pardon, il ne sert à rien. Après, il faut qu'il soit arrêté. Il y a un arrêté. Il y en a eu un. Il est où? Mais pour les vendeurs, c'est 4 tonnes 250 pour prendre une Léon. Ça a été supprimé dans la commune. Et mon père, tous ces vendeurs pour 4 tonnes 250. La plupart des bâtiments, on se trouve là. C'est un des vrais sujets. Autre question? Je vois qu'il a commencé un peu tard. Donc la présentation va être mise sur le site de la mairie, sur la page Facebook. Je reconnais qu'il y a eu beaucoup d'informations, donc si en relisant éventuellement certains sujets qui vous intéressent particulièrement, il y a un point qui vous accroche, n'hésitez pas à venir vers nous, par mail ou autre, et on essaiera de répondre à vos questions. Voilà, écoutez, merci bien d'être venu. Merci.
Oui, ça va.